crois qu'on va commencer du coup. Quand tu veux, hein. Donc tout d'abord, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous recevons le projet Block, donc un projet d'immobilier tokenisé que nous avions reçu il y a presque un an, je crois que c'était au mois de juillet 2022 de mémoire. Donc voilà, donc on reçoit, qui est là? Donc il y a Pierre Soulette. Ouais, je serai tout seul parce que mon associé, mon cher associé Pierre Maffre vient d'être papa depuis un peu plus de 15 jours, donc pour l'instant il subit ses nuits et se repose quand il peut. Je comprends. Ok, bah du coup on va commencer donc avec la première question. Déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez présenter le projet et nous expliquer votre rôle chez Block? Avec grand plaisir. Donc Block.imo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un projet donc de tokenisation immobilière qui va se tourner autour de 3 grands piliers qui sont d'une part la démocratisation de l'investissement immobilier. C'est-à-dire que l'objectif premier de Block, c'est de rendre l'investissement immobilier accessible à tous, donc avec un budget qui est abordable, puisqu'on sait les freins d'accès à l'immobilier aujourd'hui, c'est effectivement avoir un apport, avoir une situation financière plutôt stable, de préférence un CDI. Si on est entrepreneur, il faut plusieurs bilans. Si on a un intérim, des fois ça peut être un peu compliqué. Les CDD pareil. Donc l'idée, voilà, c'est d'ouvrir un petit peu la possibilité d'investir dans l'immobilier à tous les types de profils, soit déjà investisseurs ou non. On se présente également comme un outil de diversification. L'idée, c'est pas forcément que les gens n'investissent que chez nous, mais qu'ils puissent effectivement rajouter la branche de l'immobilier tokenisé dans leurs investissements. Et donc l'idée effectivement, c'est que les gens puissent investir en moins de 10 minutes à partir de 50 euros dans des actifs immobiliers qui sont pour le coup bien réels et qui vont distribuer du rendement. Donc sur une stratégie plutôt patrimoniale, c'est-à-dire qu'on va avoir des durées de détention entre 7 et 15 ans, donc conserver, de générer du rendement grâce au loyer, et puis ensuite de faire une plus-value quand c'est le meilleur moment. Donc ça, c'est le premier grand pilier. Le deuxième pilier, c'est créer finalement des nouveaux mécanismes d'investissement et des nouveaux moyens de générer du rendement grâce à l'immobilier et la blockchain, en faisant ce qu'on appelle de la collatéralisation. Donc c'est un terme qui va sûrement parler à certains. L'idée, c'est de dire, imaginons, j'ai 10 000 euros de bloc dans mon wallet. Je peux les mettre en collatéral sur un protocole de finance décentralisée et instantanément obtenir un prêt, en général de 50 à 60% de la valeur de mes blocs, que je vais pouvoir soit réinvestir dans un autre projet immobilier, ou alors aller les investir ailleurs. Donc ça, c'est intéressant si on a besoin de dégager de la liquidité, mais qu'on ne souhaite pas forcément se séparer de son investissement. Et puis le troisième grand pilier de Block, c'est de rendre l'investissement immobilier liquide. On le sait, l'immobilier, c'est un actif qui est dit illiquide. C'est le 4e actif le moins liquide, dans le sens où, à partir du moment où je veux revendre, si j'ai un bien qui fait 100 000 euros, je ne peux pas uniquement revendre un bout de l'appartement pour dégager des sous et récupérer de l'argent rapidement. Je suis obligé de tout vendre, et en plus, ça prend du temps. En moyenne, quand on met un bien en vente, on est sur des moyennes entre 3 et 6 mois pour toucher l'argent. Et donc l'idée, effectivement, c'est que les investisseurs puissent remettre en vente tout ou partie de leur investissement, et ça de manière complètement instantanée. Très bien. Voilà, Donc, un résumé rapide, j'espère que j'ai été clair. Ouais, c'est très clair. Du coup, donc il y a un an, vous étiez en phase de levée de fonds, hein, c'est ça, donc pour la fabrication, pour la création de votre entreprise. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait du coup depuis notre première rencontre il y a à peu près un an? Tout à fait. Alors, donc, effectivement, Block a la particularité d'avoir une économie à double jeton. C'est-à-dire qu'on a le Block qui est un security token qui représente l'investissement immobilier, mais il y a également le BKT qui, lui, est un utility token qui va apporter des avantages forts sur la plateforme que je vais pouvoir présenter juste après. Et effectivement, on a 4 phases
pour s'approprier ce BKT. On est en train on était en phase de private sale, donc on commençait la phase de private sale à l'époque. Ça s'est fait vraiment tout au long enfin, de manière continue. On a levé un peu plus de 400 000 euros sur cette partie-là. Donc on est assez content, surtout au vu du marché depuis à peu près juillet. Les dernières grosses levées de fonds en crypto qui ont été faites, je dirais, sans traction et sur des projets réels, elles datent en gros de juin 2022, avril, mai, juin 2022. Ensuite, le marché a été plus compliqué. Donc, on a levé 400 000 euros. On est extrêmement content de ça. Et là, on va rentrer donc dans 3 phases d'ICO qui vont arriver entre en gros juillet et septembre, avec le dernier qui se fera sur un launchpad. Le dernier round qui se fera sur un launchpad. Vous avez déjà le nom du launchpad en question, si c'est possible de le dire ou pas? Alors, on a un nom de launchpad, mais on ne peut pas encore l'annoncer. D'accord. Alors, J'ai une petite idée par rapport à l'audit, mais je ne sais pas si c'est le même. Ok, bon, alors, donc vous vendez des NFT du coup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur utilité, quand et comment les obtenir? Alors, les NFT, eux, vont servir en fait à participer au round 1 et 2 de l'ICO. C'est des NFT de whitelist, entre guillemets, mais qui vont également permettre d'obtenir des avantages. Je vais peut-être revenir rapidement sur les avantages du BKT. Pour ça, je peux partager mon écran là sur le Discord. Bien sûr. Ok, hop. Alors, je vais partager ça. C'est toujours plus clair avec une infographie. Ouais. Je me mets dessus. Ah ben, je vais la mettre en français, puisque, a priori, il y a plus de français. Hop, partager. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est en train de charger. Ok. Ça fonctionne ou... Ça y est, ça fonctionne. Ok. Alors, donc effectivement, donc on a le jeton bloc qui est à droite, qui lui est un security token qui représente des obligations qui sont complètement indexées sur la rentabilité du bien. Et on a effectivement le BKT qui est un utility token. Lui, il va permettre d'accéder en fonction de la quantité de BKT dont on dispose à plusieurs avantages. Le premier, ça va être de pouvoir accéder en priorité aux ventes immobilières qu'il va y avoir sur la plateforme. Les deuxièmes, ça va être de pouvoir participer à des tirages au sort et des airdrops, que ce soit pour gagner des semaines de vacances sur les biens qui sont à destination du locatif saisonnier, ou alors pour se voir airdropper des blocs. Il y a un programme de stacking également, qui lui, à terme, va être alimenté par les frais de plateforme qu'on prend tous les mois sur les loyers. Donc, c'est, je dirais, une pool de liquidité qui va augmenter au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure qu'on aura des lots. En gros, on a, je crois, entre 24 et 40 mois avec l'allocation actuelle. Et une fois que cette allocation est épuisée, on passe, nous, on va buy back au marché du BKT pour le réintégrer dans ce programme de staking. Le fait de récupérer ces loyers ou en tout cas ces intérêts en ayant du BKT, ça permet d'avoir un boost de rendement par rapport à ceux qui n'ont pas, qui vont uniquement utiliser la carte bleue et ne vont pas avoir de BKT. Donc imaginons un bien qui rapporte 6% annuel, quelqu'un qui a du BKT va pouvoir lui avoir un supplément de rendement qui sera versé en BKT. Ensuite, libre à lui, soit de le réinvestir, parce qu'on pourra acheter également des blocs avec le BKT, ou alors d'aller les changer s'il le souhaite. Et puis, c'est également l'accès au Club Deal Block, où là, effectivement, on proposera donc les plus belles opportunités et des mécanismes d'investissement qui sont aussi un peu différents. Ça sera soit des hauts rendements, soit des investissements type démembrement, bons amphithéotiques, qui sont finalement des mécanismes d'investissement qui sont peu connus du grand public et qui permettent d'investir différemment dans l'immobilier, mais de dégager du rendement. Donc voilà en gros les principaux avantages du BKT. On est en train d'intégrer entre le Discord et ensuite ça sera transféré cet avantage
sur, le niveau de possession de BKT, d'avoir du cashback sur l'achat des blocs. Donc, il y aura également un système de cashback qui sera fourni. Voilà, un petit peu pour les use cases. Et là, donc, la première question, c'était les NFT. Et donc, les NFT permettent d'accéder au round 1 et au round 2 de la ICO, les gold pour le round 1 et les silver pour le round 2. Sachant qu'à l'intérieur de ces NFT, il y a une très petite quantité de NFT VIP qui, eux, en fait, vous permettent d'avoir à vie tous les avantages du BKT. L'accès au club deal et tous ceux que j'ai pu citer. Si je dis pas de bêtises, il y a un an, vous parliez peut-être d'un système de burn de la supply du BKT. À l'époque, vous deviez le voir en fonction d'un audit. Et donc, pour trouver la mécanique, la meilleure mécanique, etc. Est-ce que vous avez avancé là-dessus ou pas du tout? Très, très, très bonne mémoire. Alors, il y a eu un travail énorme qui a été fait avec Nomix. Je ne sais pas si certains connaissent. C'est une structure qui est en Suisse et ils sont spécialisés, comme leur nom l'indique, en tokenomics. Ça a été un travail qui est... Ça a été un travail qui a été assez long. Il y a eu énormément de recherches à ce sujet-là. Notre rapport de tokenomics est disponible. Vous pouvez le trouver sur le site ou dans le white paper. Le mécanisme de burn aujourd'hui ne va pas être implanté parce que c'était pas forcément, c'est pas quelque chose qui est tout le temps favorable. On l'implémentera peut-être au moment où on implémentera la gouvernance, puisque effectivement, ouais, sacrée mémoire, effectivement. On l'implémentera sûrement au moment où il y aura de la gouvernance, que le BKT à terme servira également pour prendre des décisions éclairées. Ça, à l'époque, on avait déjà cette philosophie-là de le faire plutôt sous forme expérimentale, de l'implémenter au fur et à mesure. Et donc, c'est ce qui arrivera. Donc, je dirais, la DAO dans la DAO, il y aura des mécanismes de burn qui pourront être implémentés. Mais ça, pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est fixé. On va l'implémenter au fur et à mesure. Très bien. Alors, j'ai une question dans le chat qui demande pourquoi faire appel à bloc plutôt qu'à une SCPI classique. Alors, je dirais l'immobilier tokenisé va avoir plusieurs avantages. Déjà, on peut le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas obligé d'aller voir son banquier ou d'aller voir son conseiller en gestion de patrimoine, bien qu'aujourd'hui, il y ait des SCPI qui sont en ligne. Donc ça, je dirais, c'est le côté un petit peu... banque, néobanque, un combat qu'on a connu quelques années, où finalement les deux cibles et les deux clients existent. Ensuite, nous, pourquoi est-ce qu'on utilise la blockchain? Puisque l'idée, à terme, comparé à une SCPI, au moment où on souhaite revendre, on a souvent une décote qui est assez importante et c'est difficile de revendre des parts de SCPI de pair à pair. Et c'est là où, effectivement, c'est tout l'intérêt de la blockchain, c'est que ça va permettre... Joli. Ça va permettre aux investisseurs... Pensez à couper vos micros, s'il vous plaît. Mako, micro. Je suis le grand blend, de toute façon. Ah, ça joue au poker. Donc, ça va permettre, effectivement, de pouvoir revendre de manière instantanée ces blocs, soit de pair à pair, soit avec d'autres mécanismes qu'on va implémenter. Et puis la troisième chose, c'est effectivement la collatérisation, le fait de pouvoir faire de l'effet levier directement sur ces tokens. Et ainsi, comme je disais tout à l'heure, j'ai 10 000 euros, mais je vais peut-être pouvoir faire travailler mon argent sur 15 000, 16 000 euros. Voilà. Donc voilà en gros les gros avantages. Et puis aussi, je dirais la rapidité de souscription. Et un point aussi important, c'est qu'une SCPI, en général, on investit sur un ensemble immobilier et très souvent un ensemble d'immobilier mixte ou commercial. Nous, l'idée avec Block, c'est que les gens vraiment investissent sur les projets qu'ils souhaitent. C'est-à-dire que nous, on va mettre un immeuble et effectivement, s'ils n'ont pas envie d'investir dans cet immeuble en particulier, ils ont pas à le faire. Donc il y a vraiment cette idée de diversification. Et le ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas que la plupart des SCPI. Très bien. Du coup, donc, on parle de tokenisation immobilière. Donc, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Donc, par exemple, on connaît tous Realty, je pense, qui est le plus connu aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous différencie principalement à Realty?
Alors, aujourd'hui, comparé à Realty, déjà, ça va être la localisation sur lesquelles on fait nos investissements. Nous, on va investir principalement en France et plus largement en Europe. On n'est pas forcément sur des investissements, bien que ça s'est amélioré sur Realty. Ils ont fait leur premier investissement dans des villes, par exemple, comme Détroit, qui étaient des marchés qui étaient sous perfusion suite à la crise de l'immobilier. Donc, ce n'est pas des marchés où, effectivement, on a des gros rendements, mais je dirais on n'a pas un potentiel de revente énorme et on a une qualité de vie et de locataire qui n'est pas forcément la meilleure. Donc, nous, on va avoir un choix dans les investissements qui va être beaucoup plus sélectif, je dirais, et sur des zones également où on a une tension locative certaine. Ça fait vraiment partie intégrante de notre thèse d'investissement. La deuxième chose, je dirais, c'est sur le modèle juridique. En France, on avait la possibilité de tokeniser soit des parts de société, soit des obligations. On avait également le schéma des revenus futurs à l'époque qui existait, qui a été retoqué par l'AMF. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix de tokeniser des obligations qui sont complètement indexées sur la rentabilité des biens, puisqu'il y avait énormément de contraintes sur le modèle français. D'ailleurs, c'est pour ça que Realty ne fait pas d'opération aujourd'hui en France sur leur modèle. C'est parce qu'il y a des contraintes qui existent. Donc, eux font des actions, nous, on va faire des obligations, ce qui est beaucoup plus souple sur le marché français. Après, je dirais que nous, on s'en inspire. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Realty. Je pense que c'est un marché où il y a énormément de place. Si on regarde un peu ce que les SCPI ont levé en 2022, c'est plus de 16 milliards de levées. Donc, je dirais l'investissement pierre-papier a quand même du potentiel. Et nous, on vient se placer entre guillemets, les plateformes de crowdfunding immobilier et les SCPI. On est un outil de diversification supplémentaire. Et de la même manière qu'il existe plusieurs SCPI, il y aura plusieurs projets de tokenisation immobilière. Et je pense qu'il va y avoir certains qui vont faire la guerre du rendement. Il va y avoir la guerre de la qualité des biens, il va y avoir la guerre du plaisir et de l'utilité qu'on va avoir à aller régulièrement sur la plateforme. Enfin voilà. Je pense qu'après, chacun essaiera de se démarquer à sa manière. Très bien. Donc j'avais une question dans le chat qui demandait donc, qui gère vos biens en location. Alors, dans un premier temps, donc ça va être sous-traité donc à principalement à des agences immobilières qui sont sur le secteur. On a un partenaire national. Et ensuite, une fois qu'on a assez de lots sur un secteur donné, on internalisera cette compétence. Je ne vais pas embaucher quelqu'un pour gérer 3 lots à Orléans. Il faut effectivement attendre d'avoir 60-70 lots sur un secteur donné pour éventuellement embaucher quelqu'un. Effectivement. Du coup, vous venez d'acquérir votre premier bien immobilier à Orléans, justement, comme vous en parlez. Dans le centre d'Orléans, est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Parce que je crois qu'on va pouvoir investir dessus à partir du 19 juin. Tout à fait. Donc le 19 juin, effectivement, on peut en parler. Alors, on ne peut pas faire trop de promotion dessus cause de grâce, je dirais, à la loi qui protège les investisseurs. Mais oui, c'est un bien qui est à Orléans, qui fait 102 mètres carrés, qu'on achète plutôt bien. Il y a un petit peu de travaux à faire pour en faire une colocation. Donc on va faire 4 chambres. On a 4 écoles supérieures à côté, qui sont à moins de 500 mètres. On a la gare qui est à moins de 5 minutes. On a les 2 lignes de tramway et celle donc qui va jusqu'à l'université. Donc vraiment en termes d'emplacement, on est au plein cœur de la ville, sur un secteur ultra premium à Orléans et ultra recherché, dans une très belle copropriété qui a été entièrement rénovée puisque tout le centre-ville d'Orléans a fait l'objet d'une rénovation depuis une dizaine d'années. Donc on est vraiment sur un très beau bien. Et du coup, voilà, donc on est sur un bien, il va y avoir 6390 blocs à 50 €. Donc le bloc est à 50 €, je sais qu'il y a des... On n'a pas été assez clair là-dessus, donc je vais en profiter pour clarifier. De toute façon, je vais refaire un mémo à ce sujet. Donc le bloc est à 50 €.
Et il y a 4 euros par bloc de frais, donc 8% de frais qui sont à payer en plus. Sur l'obligation, donc sur le bloc, on a un rendement net avant impôt à 5,53 qui sera distribué aux investisseurs sur cette première opération. C'est, je dirais, dans le bas des opérations dans le bas des intérêts qu'on va viser. On est plus, nous, là, dans un POC pour dire que ça fonctionne, valider les flux. On n'est pas sur les targets d'investissement sur lesquels on sera après. On va plutôt viser des immeubles entre 500 000 et 2 millions. Là, voilà, on est sur un appartement, sur un budget un peu plus raisonnable pour que ça fonctionne, justement. D'accord. Il y a une vidéo qui est sur notre Twitter. Je sais pas si quelqu'un peut mettre le lien. On a une vidéo sur notre Twitter. Oui, les 5-12, c'est en prenant en compte la commission de bloc. Les 5,12% de rentabilité, c'est avec la commission. Très bien. On a une question du coup concernant le bien à Orléans. Aura-t-on accès au contrat d'obligation avant la mise en vente? Oui, je pense qu'on le mettra en. On le mettra en. En fait, j'attends juste de valider une clause du notaire, notamment sur l'hypothèque qu'on va mettre sur le bien. En gros, il y aura une hypothèque qui sera au profit de la masse des obligataires. C'est-à-dire que si nous, on vient à faire défaut de paiement, la masse des obligataires pourra être saisie et récupérer le bien. Donc ça, c'est une garantie qui est assez intéressante pour les investisseurs. Voilà, c'est assez intéressant pour les investisseurs et j'attends juste de mettre cette clause avant de mettre en ligne le contrat. D'accord. Du coup, il y a une question qui est rentrée d'une autre. La garantie, est-ce qu'elle est valable sur une période donnée ou tant que le bien est sous gestion? Alors, l'hypothèque est valable tant que la masse des obligataires existe. Donc, soit arriver à échéance des obligations qui vont être émises sur 15 ans, mais nous, on a un objectif de revente plutôt autour de 10 ans. Donc le contrat de base sera sur 15 ans. Après, si dans 10 ans, c'est pas la bonne période, ou qu'il vaut vraiment mieux vendre au bout de 8 ans ou au bout de 12 ans, enfin voilà, ça nous laisse. Mais en gros, nous, dans nos prévisions, on a géré une revente à terme au bout de 10 ans, mais on a un contrat qui est sur 15 ans. Donc tant que la masse des obligataires existe, tant que les obligations existent, l'hypothèque existe. D'accord. Et concernant la gestion, est-ce qu'il y aura systématiquement une GLI? Alors ça va dépendre forcément des types de location. Par exemple, sur une location meublée type Airbnb, il n'y a pas de GLI qui existe. Donc là, on est plus, je dirais, soumis aux lois du marché. Mais on a un peu plus de risque, mais aussi un peu plus de rendement sur du Airbnb. Mais oui, dès que possible, une GLI sera mise, qu'on soit sur de la colocation, où il y aura également des garants qui seront demandés, ou sur de la location meublée traditionnelle. Très bien. Donc j'avais une question aussi de Pascal qui demandait, parce que le projet Genesis Block parle d'obligation à taux fixe. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y aura pas de revalorisation des loyers? Est-ce que cela sera le cas pour tous les prochains biens? Alors, ça, c'est une très très bonne question. On a la possibilité aujourd'hui de faire. On a une formule mathématique aujourd'hui qui nous permet simplement de complètement exposer la rentabilité à 100% sur le bien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de revenus, on ne distribue pas d'argent. S'il y a des revenus, on distribue la totalité. Et effectivement, ça permet de prendre en compte la revalorisation des biens. On n'est pas parti sur ce modèle-là pour le premier. Et je pense qu'on en laissera 2-3 avant de le faire. Tout simplement parce qu'en fait, l'AMF a retoqué il y a 6 mois les revenus futurs. Et là, le fait de faire des obligations qui sont complètement à 100% indexées sur ce que va générer le bien immobilier, il y a un gros risque de requalification en action. Donc pour l'instant, je dirais, nous, on va être plutôt précautionneux. On a des boîtes de fractionnement de l'immobilier qui sont parties sur ce modèle-là. Nous, aujourd'hui, on va partir plutôt sur du taux fixe et je pense que très rapidement, on fera un système hybride. C'est-à-dire qu'il y aura une partie en taux fixe et une partie en taux variable en fonction des revenus.
Et voilà, une partie en fonction en fonction des revenus. C'est une solution qui est intéressante, mais aujourd'hui, je préfère, entre guillemets, m'assurer que mon modèle est viable et compliance vis-à-vis de l'AMF, plutôt que de prendre le risque d'avoir une requalification en action si on fait des obligations qui sont 100% à taux variable. Donc voilà, c'est quelque chose qui évoluera, ça sera en fonction des projets, on avertira tout le temps dessus. Par contre, sur notre contrat d'obligation, on indique qu'il y a un bonus d'intérêt exceptionnel qui peut être versé en fin d'année. C'est-à-dire que nous, si on a un excédent qui est dû au loyer, effectivement, puisque les loyers vont être valorisés chaque année, effectivement, on risque de reverser cette plus-value aux investisseurs. Mais vu que dans le contrat, c'est écrit comme un bonus exceptionnel, je ne peux pas aujourd'hui le dire officiellement et le garantir que ce sera corrélé à ça. Je sais pas si je suis clair. Ouais, pour moi, c'est clair. N'hésitez pas à le dire dans le chat si vous n'avez pas compris. Il y a une bonne question qui demande si le côté blockchain du projet est mis en avant lors de la location. Et est-ce qu'il y a du marketing à ce niveau-là pour mettre en avant l'aspect Web3 ou pas du tout? Alors, est-ce qu'on va mettre en avant le côté blockchain pour la location? Je pense pas. Par contre, si j'ai un locataire qui veut payer en crypto, je pense qu'on fera en sorte que ce soit possible. Juste, je dirais par principe et par philosophie. Mais ça va pas être un argument. Le reste, il y a du marketing à ce niveau pour mettre en avant l'aspect Web3. Non, par contre, dans notre communication officielle, on a encore eu un article hier dans un journal où effectivement, on communique officiellement sur le fait que on inscrit sur la blockchain et voilà. Très bien. Moi, j'aimerais savoir comment vous sélectionnez les biens immobiliers que vous allez proposer sur la plateforme. Alors, on a en gros je dirais une thèse d'investissement général qui nous permet de sélectionner déjà des secteurs. En gros, c'est des agglomérations et des villes de plus de 100 000 habitants sur des zones avec une tension locative certaine, des villes qui sont plutôt culturelles, qui ont un certain attrait touristique également, et qui économiquement sont forts et arrivent à attirer des belles sociétés dans leur ville. Ça, je dirais, d'un point de vue tension locative, c'est assez convergent. On a généralement dans ces villes des bons locataires et des locataires qui payent. Et ensuite, après, ça dépend des projets. C'est énormément de recherche. C'est du temps à passer à étudier effectivement chaque bien, chaque proposition. Aujourd'hui, je dirais, c'est pas le quotidien. C'est pas le quotidien puisqu'on est à la première opération. On fera la deuxième sûrement fin septembre, début octobre. Donc là où on a énormément de recherche, de recherche en cours là-dessus. Mais ça va s'intensifier et on va là très prochainement recruter ce qu'on appelle un analyste foncier qui sera effectivement chargé de trier, de pré-trier l'ensemble des opportunités qu'on nous présente. Très bien. J'avais vu des questions. J'ai juste vu des questions intéressantes. Je sais juste si on peut la traiter peut-être. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on vise à un enregistrement PSAN? Alors, on n'a pas besoin de PSAN, puisqu'en fait, les utilisateurs Web 2 qui vont, pour lesquels on va détenir leur bloc, les utilisateurs Web 3, eux, détiendront leur bloc sur leur wallet de manière tout à fait classique. Bien que le premier bien ce sera dans un SC, mais ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder après. Mais par contre, les utilisateurs Web 2, c'est nous qui allons détenir leur bloc. On n'a pas besoin de PSAN. Pourquoi? Parce que le bloc est un actif financier, mais pas un actif numérique. Et donc, dans ce cadre-là, on n'a pas besoin d'avoir de PSAN. Très bien. Comment vous gérez les travaux et la maintenance des biens immobiliers pour assurer un rendement aux investisseurs? Alors, en gros, là, par exemple, sur le bien qu'il y a, on a une enveloppe de travaux qui est de 65 000 € et on a une réserve de travaux de 5 000 € et on a une réserve de travaux qui est de 5 000 € qui justement servira
éventuellement aux menues réparations qu'on pourrait avoir tout au long des 10 ans, tout au long des 10 ans du bien. Il n'y aura pas d'argent qui sera redemandé durant la vie du bien auprès des investisseurs. Très bien. J'ai une question sur la blockchain. Du coup, donc, on me demande si vous comptez devenir multi-chain. Moi, déjà, ma première question, c'est pourquoi avoir choisi Elrond, enfin la blockchain Multiversix, du coup, ex-Elrond, pour lancer ce projet. Alors, pourquoi avoir choisi Multiversix? Encore une fois, les raisons, elles sont multiples. À l'époque, quand il a fallu choisir une chain, on hésitait. On avait Polkadot, Tezos, Solana, Elrond en tête. Et finalement, notre choix s'est porté sur ce qui est maintenant Multiversix. Entre guillemets, moi, ma philosophie, c'est que la blockchain, enfin, Multiversix, ce n'est qu'un outil. Qu'on soit sur celle-ci ou sur un autre ou sur une autre, nous, il faut qu'on construise notre solution. Ce qui est intéressant pour nous, c'est vraiment les mécanismes que la blockchain, de manière générale, peut apporter. Après, pourquoi est-ce qu'on a choisi Multiversix? C'était parce que on avait besoin d'une blockchain où les frais de transaction étaient peu onéreux. On avait besoin d'une blockchain également qui avait une vision d'onboarder des utilisateurs Web 2 et de rendre simple l'utilisation du Web 3. Et ça, effectivement, elle rend le partager et le partage encore aujourd'hui. On avait également besoin d'une blockchain sécurisée. On avait besoin d'une blockchain également avec pas de projets immobiliers sur la blockchain ou pas trop de projets de manière générale. Et effectivement, Elrond se prêtait bien. Il y avait une bonne communauté française et il n'y avait pas à l'époque de projet immobilier sur Multiversix. Donc toutes ces raisons-là ont fait qu'effectivement, on est allé sur cette chaîne. Et la volonté d'être... alors après, il y a plein de termes, hein, cross-chain, multi-chain, omni-chain. Oui, clairement. Clairement, je dirais, c'est même une nécessité de pouvoir, d'une part, aller chercher des liquidités, mais également d'engager des partenariats et des choses avec des projets qui sont sur d'autres chaînes. Donc oui, forcément. D'ailleurs, pour être transparent avec vous, alors on l'a pas encore annoncé officiellement, on a un partenariat avec Logion. Logion qui est une blockchain qui est donc c'est un layer 2 qui est construit sur Polkadot et où en fait les validateurs de la blockchain sont des officiers judiciaires de plus de 110 pays. Donc pour je dirais la France, ce sont des huissiers de justice. Et nous, toutes les informations, tous les documents officiels vont être enfermés donc chez Logion. Donc Logion sur sa chaîne va effectivement aller scruter si un tel ou un tel peut accéder aux documents en fonction de s'il détient ou pas des blocs de tel ou tel projet. Donc voilà. Donc comme quoi on est déjà capable aujourd'hui d'avoir des partenaires qui sont sur d'autres blockchains. Ça c'est quelque chose qu'on va annoncer dans les jours, semaines qui arrivent. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque finalement tous les documents vont être enfermés chez un huissier de justice qui les aura validés et ça fera foi face à un tribunal par exemple si un jour il venait y avoir un problème. Ça je dirais c'est plus dans un esprit d'apporter de la transparence pour les investisseurs. Très bien. Concernant la DeFi, donc la mise en collatéral d'un bloc, par exemple, pour pouvoir emprunter, je crois alors il y a un an, je crois que vous parliez d'un potentiel partenaire, enfin que vous cherchiez des partenaires pour ça. Est-ce que c'est déjà fait ou pas? Alors, c'est toujours des discussions qui sont en cours. Aujourd'hui, le marché secondaire arrivera plutôt fin 2024. On est sur de l'immobilier. L'idée, c'est pas qu'on se presse, c'est pas qu'on brûle les étapes, c'est qu'on y aille justement bloc par bloc, si je peux dire, et qu'on fasse les choses dans l'ordre. Donc, on va déjà bien établir la solution bloc. Ensuite, on va intégrer le marché secondaire et ensuite, on intégrera courant 2024 la collatéralisation. Donc, c'est des sujets sur lesquels on a encore un peu de temps. Et puis, on a aussi des freins juridiques à dépasser. Donc, on les travaille. On va finir par trouver une mécanique qui fonctionne. Parce que nous, on a une problématique, c'est la provenance des fonds. Il faut effectivement qu'on soit capable
si la liquidité vient de protocoles DeFi, qu'on soit effectivement capable de justifier un tant soit peu la provenance des fonds pour la lutte anti-blanchiment, les processus AML et autres qui nous incombent. Donc voilà, effectivement, on a, je dirais aujourd'hui, des barrières, mais qu'on aura eu largement le temps de traiter d'ici que ce soit implanté. D'accord. Donc en fait, pour la provenance des fonds, on est d'accord que pour investir chez vous, pour pouvoir revendre les blocs, etc., dans tous les cas, il faut avoir un KYC. Tout à fait. Le KYC, quoi qu'il arrive, est obligatoire. Et vous passez par un partenaire pour ça? Ouais, tout à fait. On travaille avec Synapse. Donc le KYC est déjà ouvert, hein, n'hésitez pas à aller sur bloc.synapse.me. Je vais vous le mettre. Le KYC est déjà ouvert, donc si vous voulez venir investir dans le premier bien, ce sera avec plaisir. Et du coup, voilà, vous pouvez faire votre KYC, voir s'il est valide sur dap.bloc.imo. Mais normalement, ça se valide assez vite. TrackFin, il faut justifier la provenance des fonds. Alors, c'est simplement déclaratif. Donc, c'est plutôt dire est-ce que ça vient de salariat, d'héritage, de choses comme ça. Mais oui, on a une procédure AML également simplifiée, mais on a une procédure AML également pour les personnalités politiques exposées, les personnalités publiques, les gens qui sont sur des listes, noires ou rouges. Donc voilà. Concernant le KYC, est-ce que vous avez quelque chose de mis en place pour protéger les données personnelles des utilisateurs? Alors, c'est un sujet assez sensible dans la crypto, c'est pour ça que je pose la question. Nous, aujourd'hui, les KYC ne sont pas du tout stockés chez nous. Ils sont uniquement stockés chez Synapse. Nous, on fait juste appel à l'API pour savoir est-ce que telle wallet est bien KYC et peut justifier. En revanche, les obligataires entre eux d'une structure peuvent, s'ils le souhaitent, se connaître et enfin, voilà. Donc oui, les données personnelles sont protégées, mais je dirais dans une masse d'obligataires, il y a quand même possibilité de se connaître, de se reconnaître. Après, les adresses multiversiques correspondantes ne seront, elles, pas diffusées. Très bien. Donc, vous avez prévu un système de réinvestissement des loyers. Est-ce qu'il sera disponible rapidement? Et est-ce que vous pouvez expliquer le fonctionnement concrètement? Comment ça fonctionne? Alors, en gros, donc tous les utilisateurs qui vont décider de percevoir leurs revenus en crypto, en fait, viendront claim quand ils le souhaitent leur argent, soit en USDC, soit en BKT, soit en IGLD. Donc l'argent sera stocké dans un SC pour encore une fois qu'on ne détienne pas les fonds. Donc l'argent sera stocké dans un SC et ils viendront le claim quand ils le souhaitent. Parce qu'effectivement, c'était un peu idiot sur quelqu'un qui va investir uniquement 50 €, de lui envoyer quelques centimes toutes les semaines, qu'on va les verser de manière hebdomadaire. Donc ceux qui vont, je dirais, investir des plus petites sommes, eux vont pouvoir accumuler au fur et à mesure du temps sur leur crédit. Et en réinvestissant chaque mois, ces sommes vont grandir et faire forcément plus d'intérêt. Et dans ces cas-là, ils pourront effectivement les réinvestir sur une nouvelle propriété s'ils ont du crédit sur leur compte bloc. Très bien. Est-ce qu'il y a des frais associés à cette fonctionnalité de réinvestissement? Non, pas du tout. Ça resterait de la même manière que s'ils avaient investi de manière classique. Très bien. Quelles sont les options disponibles pour les investisseurs en ce qui concerne la perception générée par leur bloc? La perception des loyers, pardon. Donc, euros, USDC, IGLD ou BKT. Et du coup, ça me fait penser à la question du coup sur la fiscalité. Par exemple, quelqu'un qui investit qu'en euros, est-ce qu'il est aussi soumis à la flat tax ou pas? Alors, tous les revenus de bloc sont soumis à la flat tax ou au barème progressif en fonction de la situation de chaque investisseur. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est nous, bloc directement, qui allons prélever à la source ces impôts. D'accord. Donc, flat tax, peu importe que ce soit du crypto ou de l'euro, il y a de la flat tax sur tous les revenus, des intérêts ou de la plus-value à terme au moment de la revente. D'accord. Ça, c'est vous qui allez...
Excusez-moi, comment ça, c'est vous qui allez directement prélever j'ai pas compris cette partie. Alors en gros, c'est Block qui va devoir reverser aux impôts directement. C'est pas à l'utilisateur de déclarer au moment de ses revenus, c'est nous qui directement prélevons les impôts, donc la CSG et l'impôt sur le revenu, donc la flat tax à 30% Ok. sur les revenus de Block. Ça, Ok, c'est cool. c'était quelque chose sur lequel on n'était pas certains jusqu'à il y a quelques jours, semaines. Et du coup, on a eu la confirmation effectivement par l'administration fiscale que c'est à nous de nous occuper de ça. Ça, c'était de l'action, quand même. J'ai une question de Pascal qui dit donc s'il y a prélèvement sur les loyers, si je les perçois en crypto et après plus tard je revends mes cryptos avec plus-value, je paie encore des impôts, donc double imposition. Oui, mais tu as fait une plus-value. Tes cryptos, si tu les laisses travailler entre guillemets, l'impôt est perçu, nous, dès que ça va dans le smart contract. Donc tu perçois vraiment la somme nette d'impôt dans le smart contract. Si toi, derrière, tu décides de, je dirais, laisser tes cryptos faire des petits entre guillemets, si c'est de l'USDC, bon, bah, moins de problèmes, ça n'aura pas bougé. Mais si effectivement tu conserves de l'IGLD, et qui fait des petits, oui, il y aura une plus-value forcément. Enfin, il y aurait une imposition sur la plus-value. Si nous, on t'a distribué, j'ai un exemple, un IGLD et que effectivement, bah, ça vaut 50 euros et que demain, cet IGLD vaut 100 euros, bah oui, tu auras forcément une imposition dessus. Donc, c'est pas double imposition. Il y a eu un premier gain qui est grâce à l'immobilier et ensuite, il y a un deuxième gain qui est grâce à la plus-value sur les cryptos. J'ai une question dans le chat qui demande comment on déclare cet apport régulier en euros sur notre compte auprès des impôts. Alors, c'est très facile hein, à justifier. Il y a un contrat qui est émis entre nous et l'investisseur. Donc, si la banque lui dit d'où ça vient, il est capable de dire j'ai investi dans des obligations d'une structure. Et auprès des impôts, c'est pareil. C'est des revenus de capitaux mobiliers. Donc, c'est quelque chose d'assez d'assez classique et traditionnel. Ça rentre dans les capitaux de revenus mobiliers. Très bien. Alors, moi, j'avais une question concernant. Oui, ouais, l'administration fiscale sera quand même au courant de la même manière qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous clôturez une assurance vie, l'administration fiscale c'est déjà que vous avez, c'est déjà au courant que vous avez clôturé, par exemple, une assurance vie dans la plupart des cas. Et l'impôt souvent a déjà été prélevé. Et ça, c'est déjà reporté sur votre relevé d'imposition. C'est juste quelque chose qui est à confirmer. Donc l'administration fiscale sera au courant. Il faudra juste vérifier que effectivement c'est quelque chose qui a été bien fait. Nous, de toute façon, au mois de février, on a également l'obligation d'envoyer un récapitulatif de ce qui s'est passé l'année précédente. Très bien. J'ai une question concernant le cabinet qui vous accompagne pour la partie encadrement légal. Alors, on est accompagné donc par deux cabinets d'avocats. Le premier, c'est DNA Partner. Vous l'écrire. Donc, Stéphane Daniel, qui est un très gros cabinet d'avocats Web3. Et le deuxième, donc, c'est Farelli et principalement Cédric Pavao, qui lui est un avocat fiscaliste spécialisé en crypto et en Web3. D'accord. Il y a une bonne question dans le chat concernant, par exemple, si c'est un utilisateur étranger qui veut investir chez Block, est-ce que vous êtes lié aux administrations fiscales des différents autres pays européens? Non, alors pour les investisseurs étrangers, par contre, c'est à eux de déclarer leurs revenus. Je crois que nous, on a quand même on doit quand même les annoncer, mais on ne fait pas le prélèvement. D'accord. Moi, j'avais une question concernant la revente sur le marché secondaire qui peut se faire que sur votre plateforme, du coup, parce qu'il faut être KYC, il faut que vous puissiez tracer en gros les gens. Comment vous assurez la liquidité des investissements immobiliers?
C'est-à-dire, est-ce qu'il faut à tout prix qu'un acheteur achète pour pouvoir vendre, ou est-ce que vous-même, vous prenez en gros le bloc pour le mettre est-ce que je peux revendre instantanément, ou est-ce qu'il faut que j'attende qu'il y ait un acheteur? Ouais. Alors, pour ça, il y a 3 solutions. Qui vont être complémentaires et qui vont fonctionner ensemble. La première, effectivement, c'est la vente de pair à pair. Dire, tiens, j'ai 5000 blocs, j'ai envie de me débarrasser de 1000 blocs de différents programmes ou d'un seul programme, enfin, peu importe. Et en face, je cherche un acheteur. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité qui va être mise en place, en gros, c'est un peu la même manière que la SCPI. On va avoir, nous, des lignes de crédit auprès de notre partenaire bancaire. Et par exemple, sur un bien à 1 million, je vais lui dire, moi, j'ai besoin d'assurer 30% de la liquidité. Donc, il va me faire une ligne de crédit de 300 000 euros, par exemple, sur le bien immobilier X. Qui va me permettre, moi, d'assurer une partie de la liquidité directement. Et la troisième solution, c'est d'utiliser finalement, encore une fois, la DeFi, et que nous, je dirais, en tant qu'établissement de confiance, on puisse également avoir des lignes de crédit de DeFi qui soient disponibles pour, encore une fois, assurer la liquidité. La différence, c'est que nous, on va racheter pas forcément au même prix que ce qu'il pourrait y avoir sur le marché de pair à pair. On rachètera toujours au minimum le prix de l'obligation, ça c'est clair et net. Mais s'il y a une plus-value, elle sera peut-être moins importante que sur un marché de pair à pair, où là les prix sont entre guillemets librement. Voilà. Il y a un micro ouvert, Pascal, je crois que c'est toi. Tu peux couper ton micro. J'avais pas vu, il y a du monde chez vous quand même. Hein. Ouais. On a une jolie communauté. Ouais. C'est vrai. J'avais une question du coup sur la revente des biens immobiliers. Comment ça se passe en termes de distribution des plus-values, voire des moins-values? Alors, les moins-values, il n'y en aura pas, puisque nous, justement, c'est une obligation, donc l'investisseur n'est pas exposé. Si nous, on fait une perte, nous, on est obligé de rembourser son capital quoi qu'il arrive. Le capital de départ, donc 50 euros. Donc ça, je dirais, c'est un élément également de sûreté pour les investisseurs. Si, par contre, il y a une plus-value au moment de la revente, ce qu'on espère, ce qu'on va chercher à faire, s'il y a une plus-value, on va redistribuer en gros entre 80 et 90% de la plus-value aux investisseurs au moment de la revente. Dans le cadre, encore une fois, du bonus exceptionnel qui est inscrit sur le contrat, on reversera entre 80 et 90% de la plus-value. Et là, on est sur des échéances en gros entre 7 et 15 ans. C'est ce qui permet à l'obligation, finalement, d'augmenter au fil du temps. Nous, il va y avoir une réestimation annuelle de la valeur des biens. Imaginons mon bien en année 1, il est associé à 50 euros. En année 5, mon bien a pris 10% et il vaut 55 euros. Mon bloc vaut 55 euros. Si moi je veux m'en débarrasser à l'instant T, je peux le remettre en vente à 55 euros. Et si dans 10 ans, il vaut 60 euros, dans ces cas-là, effectivement, le second acheteur aurait également pu profiter d'une partie de la plus-value. Très bien. Du coup, je voudrais savoir comment vous prévoyez de garantir la transparence dans les opérations et les rapports financiers fournis aux investisseurs. Alors justement, toutes ces choses-là vont être transmises à Logion et vont être accessibles en fonction des jetons blocs qu'on possède, en fonction de son adresse. Les documents sur chaque bien seront conservés et sur donc Logion qui est la blockchain où les validateurs sont des officiers judiciaires et en France des huissiers de justice. Ce qui permet, je dirais, de mettre un cadre assez intéressant et assez transparent sur les données qu'on va transmettre aux investisseurs. Sachant que, en tant que sur une obligation, on n'a pas, je dirais ça, c'est une volonté de notre part, simplement. On n'a pas, par exemple, comme dans les actions, l'obligation
de transmettre les résultats de la société, de transmettre exactement ce qui s'est passé. Enfin voilà, je dirais les obligataires théoriquement n'ont pas le droit de regard sur ces choses-là. Mais en revanche, nous, je dirais dans l'esprit d'une part communautaire et puis dans l'esprit de montrer et de montrer patte blanche et de permettre aux gens de comprendre comment fonctionne l'investissement immobilier au quotidien également. Et puis demain de pouvoir prendre des décisions éclairées et nous accompagner dans ces processus, on montrera page blanche. Très bien. C'est très très bien par rapport à l'esprit Web3 notamment. On aime bien la transparence. Du coup, j'ai une question par rapport à, justement, comme c'est pas possible de faire de moins-value pour l'investisseur, c'est vous qui la prenez en charge en fait. Et la question que j'ai, qui est dans le chat, c'est en fait, vous avez une possibilité de mettre l'entreprise en difficulté. Est-ce que vous prévoyez une réserve pour ça? Imaginons, il y a un crack immobilier suite aux difficultés financières économiques mondiales. Comment ça se passe pour votre entreprise? Alors, l'immobilier est un marché qui est plutôt résilient. On sait que depuis une soixantaine d'années, on a eu des légères baisses, mais on a rarement eu, en tout cas sur le marché français et européen, des vrais cracks, je dirais, de l'immobilier comme on a pu le connaître aux États-Unis. D'une part, parce qu'en France, nos mécanismes de crédit sont plutôt du taux fixe et qu'on a un marché immobilier et un soutien de l'État là-dedans qui nous permet d'avoir un marché extrêmement résilient. On a une demande locative également qui est extrêmement forte en France. On n'a pas assez de logements. Ce qui fait qu'effectivement, notre tension locative sur le territoire, elle est toujours positive. Les gens auront toujours besoin de se loger. Donc nous, je dirais dans notre stratégie patrimoniale, si demain l'immobilier venait à chuter et que ce n'est pas le bon moment de vendre, on ne vendra pas. On sera patient et on vendra à un moment donné. On vendra un peu plus tard. Donc ça, déjà, c'est, je dirais, dans la stratégie patrimoniale, plutôt intéressant. Ensuite, on pourrait effectivement tomber sur des mauvais locataires. Charge à nous, et ça fait partie dans notre, je dirais, dans nos calculs, dans nos statistiques. Par exemple, là, les 5,53 qu'on prévoit, c'est seulement sur 10 mois et demi de location. C'est pas sur 12 mois. C'est-à-dire qu'on prévoit que chaque année, il y aura 1 mois et demi de vacances locatives sur le bien, quoi qu'il arrive. Donc ça peut être plus, mais ça peut être moins. Ce qui nous permet effectivement d'avoir une moyenne en gros et de retomber sur nos pattes si jamais on avait. Et en plus, on divise le risque, qu'on est sur une colocation, donc on a 4 chambres. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont mesurées dans notre prise de risque et dans nos investissements. Juste pour faire le rapprochement avec le crowdfunding immobilier, je ne sais pas s'il y en a qui ont investi déjà en crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, par exemple, les promoteurs qui, eux, se financent sur des plateformes de crowdfunding immobilier, donc sur des durées de financement assez courtes, en général entre 12 et 5 ans, entre 12 mois et 60 mois, 5 ans. Eux, aujourd'hui, les promoteurs, on risque d'avoir un taux de défaut de paiement des promoteurs immobiliers qui va être peut-être un peu plus important. Leur carnet de commandes chute drastiquement. On a à moins 40% de commandes sur l'immobilier neuf et on a un taux d'annulation qui est en train d'exploser. Donc eux, demain, sur les plateformes de crowdfunding immobilier, ils vont peut-être avoir un peu plus de mal à se financer et peut-être les projets qu'il y a actuellement vont peut-être commencer à avoir du mal à honorer finalement leur paiement. Et c'est là où justement une stratégie patrimoniale de conservation longue durée des actifs immobiliers est intéressante et permet de diminuer le risque. Alors certes, on a moins de rendement, mais on a un risque également qui est moins important, forcément. D'accord. Concernant les loyers impayés, vous avez donc une assurance normalement qui est déjà qui est déjà comptabilisée dans l'investissement de départ pour l'investisseur. Est-ce qu'il y a une limite à ce niveau-là? Une limite de garantie des loyers impayés? En général, c'est quand la garantie s'active et ensuite après, s'il y a vraiment plus de loyers qui sont payés par le locataire, ça va en procédure et c'est expulsion. Donc en général, c'est des délais entre 12 et 18 mois, une expulsion à peu près. D'accord. Et j'avais une question un peu plus compliquée. C'était par exemple une bouteille de gaz qui explose, tremblement de terre, destruction volontaire du bien par des mauvais payeurs, ravalement de façade. Est-ce que tout ça est comptabilisé? Alors tout à fait, on fait en sorte effectivement d'être sur des biens. Là par exemple, le bien à Orléans, on n'a pas de travaux de copropriété qui sont prévus dans les 10 années à venir.
J'ai eu l'occasion, moi, d'échanger avec c'est un petit immeuble, c'est une copropriété, en plus qui est divisée en bâtiments. Donc, dans le bâtiment B dans lequel on est, il y a 3 copropriétaires. Il y a trois appartements. Ils viennent de faire les travaux de ravalement de façade. La toiture vient d'être faite. Donc, il n'y a pas de gros travaux, de travaux de copropriété qui sont prévus. Ensuite, nous, dans la stratégie à terme, on n'a pas la volonté d'aller sur de la copropriété. On va uniquement aller sur principalement sur des immeubles de rapport entre 500 000 et 2 millions d'euros pour justement éviter d'être dépendant d'une copropriété sur les travaux. Ensuite, s'il y a une explosion, un tremblement de terre, l'appartement est assuré. L'immeuble est assuré pour pallier à ce type d'événement. Très bien. Du coup, là, vous me parlez surtout de location résidentielle, de logement. Est-ce que vous prévoyez aussi de vous étendre sur des parkings, sur du commerce, sur des locaux commerciaux, ce genre de choses? Alors, on n'est pas fermé à l'idée d'aller diversifier effectivement nos investissements. Ce qu'on a pu remarquer, je dirais, dans les premiers échanges avec la communauté, c'était que dans un esprit de projection et de sentiment d'être investisseur immobilier, on se projette beaucoup plus sur du résidentiel, sur un appartement, sur un immeuble que sur un hangar à 2 millions d'euros pour faire du stockage. Bien que ça puisse être tout aussi rémunérateur ou aussi voire plus intéressant. Donc on n'est pas fermé à l'idée, mais c'est pas forcément ce qu'on va aller chercher en termes de type d'investissement. Je pense qu'on va vraiment se spécialiser dans le résidentiel, qui est extrêmement résilient dans le temps. D'accord. Il y a une question sur la rentabilité nette de 5,12% pour un appartement en colocation. Donc on demande est-ce que c'est pas un peu faible au regard de ce que peut proposer Realty, par exemple, à 9 ou 9,5%. Quelle est votre stratégie en termes de rentabilité pour les investisseurs? Alors, effectivement, oui, Realty sont sur des rendements qui sont un peu plus importants. Trouver du 9, 9,5 en France, c'est possible, mais c'est pas ce qu'on va trouver, au quotidien. Realty, ça veut dire qu'ils ont derrière du 14-15% brut pour qu'ils distribuent autant que ça. Et encore une fois, je dirais le potentiel de plus-value à la revente n'est pas le même. Nous aussi, demain, on va pouvoir proposer des opérations avec du 12%, par exemple, sur du démembrement, où en gros, on va investir uniquement dans l'usufruit. Mais par contre, il n'y aura pas de plus-value au moment de la revente. L'usufruit est rendu et dans ces cas-là, c'est une opération sans plus-value. Il faut prendre en compte, je dirais, la plus-value potentielle qu'il y a sur le long terme également dans notre stratégie. Alors, on n'est pas sur le même marché, on n'est pas sur les mêmes biens, on n'est pas sur la même stratégie non plus en termes d'investissement. Et comme je disais, des villes comme Détroit, c'est des villes qui ont été mises sous perfusion. De mémoire, la mairie s'engageait à payer les loyers des locataires dans cette ville. Donc, ouais, c'est pas une économie non plus qui est très intéressante. Tout à fait. Concernant votre stratégie marketing pour aller chercher de nouveaux clients, est-ce que vous avez besoin vraiment d'aller chercher de nouveaux clients à l'extérieur du Web3? Est-ce que vous avez des partenaires, une stratégie déjà pensée, déjà peut-être commencée? Alors, est-ce que je peux répéter la question parce que ça a coupé au début? Au niveau de la stratégie marketing pour aller chercher de nouveaux clients. Oui. Alors, ouais, super question. Aujourd'hui, en gros, nous, notre stratégie, ce qu'on va appeler notre go-to-market, il va se faire sur trois phases. Le premier, ça va être Multiversix. Notre idée, effectivement, c'est, je dirais, d'atteindre l'ensemble de la communauté Multiversix, que ce soit les Français, les Roumains, les Allemands, qui sont aujourd'hui les plus grosses communautés, l'Espagne, le Portugal également, et on en a. Donc la première, ça va être effectivement d'aller chercher Multiversix. La deuxième, ça va être d'aller chercher les utilisateurs Web3.
qui ont déjà entendu parler de tokenisation immobilière, qui sont familiarisés entre guillemets avec la blockchain et encore une fois dans notre volonté d'être cross-chain, on acceptera assez rapidement, je dirais, les paiements depuis MetaMask par exemple, et depuis une blockchain comme Ethereum. Donc ça, effectivement, ça va nous permettre d'onboarder d'autres, de nouveaux investisseurs. Et puis ensuite, on a une cible qu'on va appeler, je dirais, 2.5, qu'on va commencer à travailler dès le deuxième projet sur septembre-octobre, où là, effectivement, on aura le paiement en carte bleue également. On aura la possibilité de se connecter sans avoir de wallet ou de connaissance en Web3, donc ce qui nous permettra d'onboarder beaucoup plus de monde et que les gens finalement utilisent la blockchain sans le savoir. Et puis ensuite, on a un système de distribution, à l'instar des SCPI, par exemple, qui sont distribués par des CGP, par des banquiers. On est en discussion, nous, aujourd'hui, avec des partenaires, que ce soit des entités qui ont des deals aujourd'hui, par exemple, avec les plateformes de crowdfunding ou qui conseillent des investisseurs ou des CGP. Voilà, on est en discussion pour savoir dans quel cadre est-ce qu'ils pourraient nous distribuer. Et on est également en discussion avec des, entre guillemets, banques Web3 ou des plateformes d'investissement crypto, encore une fois, pour qu'on puisse être un outil de diversification. Très bien. J'ai une question de Doc Marmotte concernant l'augmentation des taxes foncières. Comment vous gérez ça? Alors, ça, effectivement, c'est une très bonne question. C'est pour ça également qu'on distribue pas l'ensemble c'est pour ça qu'on distribue pas l'ensemble du rendement. C'est également pour mesurer ce risque. On essaie également d'aller dans des villes où, après ça change effectivement au gré au gré de la politique. Mais je dirais sur un ensemble immobilier, certes, ça peut augmenter, ça peut venir gréver un peu la rentabilité, mais c'est pas ça qui va, je dirais, faire nous mettre en difficulté ou nous mettre dans le rouge. C'est quelque chose qui se récupérera au moment de la revente ou des choses comme ça. Ce sera équilibré à un moment donné, quoi qu'il arrive. D'accord. J'ai une question concernant les rapports. Est-ce que vous allez proposer des rapports ou des études de marché qui pourront être fournis à vos investisseurs pour justifier vos choix d'investissement dans telle ou telle ville? Alors ça, c'est des données qu'on va effectivement, je dirais, sûrement partager de manière assez succincte, mais par contre qui seront étudiées et abordées beaucoup plus profondément dans le Club Deal. C'est-à-dire que les investisseurs qui sont membres du Club Deal auront accès, eux, à une analyse, à du conseil également s'ils ont besoin, effectivement, eux, de faire une opération de leur côté. Ils pourront accéder effectivement à nos études, à nos outils. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit. Mais oui, dans le Club Deal, il est prévu qu'il y ait un accès à ce genre de choses pour les investisseurs qui veulent soit faire des opérations de leur côté, soit pousser un peu plus leur réflexion. D'accord. Et du coup, si je pousse la question un peu plus loin, est-ce que vous allez proposer des services liés à l'immobilier pour vos utilisateurs? On en avait parlé un petit peu il y a un an. Je voulais savoir, est-ce que vous avez avancé de ce côté-là, potentiellement proposer vos services, votre expertise pour vos utilisateurs concernant l'immobilier? Alors, en réfléchissant, je dirais, longuement à ça, je pense qu'on va se concentrer uniquement sur donner la possibilité aux gens d'investir. On se concentrera sur le Club Deal également, où là, entre guillemets, ce sera dans le package. Mais non, on n'ira pas vendre en supplément, je pense, tout ce qu'on donnera, on le donnera gratuitement. Mais on n'ira pas vendre des services supplémentaires là-dessus. D'accord. Voilà, moi je suis arrivé au bout de mes questions. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à prendre la parole ou à les poser à l'écrit. Et en attendant, Pierre, si vous voulez, je sais pas, peut-être nous partager quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vous semble intéressant à dire. Alors oui, tout à fait. On a sur le premier bien mis en place trois incentives. Le premier, c'est du cashback. Donc, pour, je dirais, être
pour bénéficier du cashback, il faut déjà avoir rejoint notre Discord et ensuite il y a différentes façons d'obtenir soit le rôle de block cutter ou le rôle de block architecte qui est le plus haut rôle et qui vont distribuer respectivement 2 et 3% de cashback en BKT. D'ailleurs, on fait gagner, je crois, un NFT, on en a dit ce soir? Oui. Eh bien, on va faire gagner également 2 rôles de block cutter en supplément pour dans les gens qui sont ici. N'oublie pas de me le rappeler parce que je risque d'oublier. Donc ça, c'est la première chose. Du cashback sur l'achat de blocs qui sera versé en BKT. La deuxième chose, ça va être du parrainage. Vous allez avoir la possibilité d'obtenir 2% sur tous les montants investis de vos filleuls. Encore une fois, versés en BKT. Et puis le troisième, qui est mon préféré finalement, c'est les blocs d'or, où là, en fait, à l'intérieur, je dirais, de la série de 6390 blocs, il y en a 10 qui vont permettre de gagner 1000 dollars en BKT, qui vont permettre de gagner 1000 dollars en BKT. Comme les tickets d'or de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie, vous allez pouvoir effectivement donc gagner des blocs d'or. Et donc, il y en a 10 sur les 6390 qui donnent droit donc à 1000 dollars de BKT. Donc, c'était quand même 10 000 dollars du coup distribués, quoi. Ça fait 10 000 dollars en BKT de reverser, ce qui est une très belle somme. Et voilà, on a multiplié les tickets. Effectivement, il va falloir manger des chocolats. Voilà. Et en plus, ils vont être annoncés au fur et à mesure. Donc, du coup, voilà, ça va être assez intéressant. C'est des petits incentives qu'on a mis pour ce premier bien. Ouais, ça plaît beaucoup, ça. Ouais. C'est une bonne idée. Ah oui, et il y a également, oui, merci Tense, qui me dit n'oublie pas l'airdrop sur Zilli. On a également en ce moment un Zilli qui tourne sur une période assez longue, où il y a pas mal de quêtes qui sont encore accessibles. On peut encore remonter au classement. On n'a pas encore donné toutes les conditions, mais il y aura beaucoup de gens récompensés dans le Zilli. Il y aura 100 000 BKT qui vont être distribués, donc l'équivalent en gros de 10 000 dollars au prix du round 1. Et ça fait en gros 50 000 dollars au prix du troisième round de l'ICO. Donc ça, c'est accessible directement sur notre Zilli. Voilà, il y a le Discord le Pokeris qui a mis le Discord, où vous pouvez retrouver toutes ces infos. Donc voilà, très intéressant. C'est des quêtes principalement de Twitter, de parler un peu de blocs à droite, à gauche, de rejoindre des groupes pour eux. Donc ceux qui veulent participer à ça et tenter de remporter, il y a encore de la place. Donc allez-y, battez-vous. Et ça, vous gagnerez peut-être une partie du airdrop. Super. Du coup, le lien Zilli est circulé dans le chat. Hein, n'hésitez pas du coup à y aller. Il y a une question qui est tombée aussi tout à l'heure, c'est à quelle fréquence comptez-vous lister des biens? Très bonne question. Alors, ça va dépendre de deux choses. D'une part, ça va dépendre, nous, de notre capacité à sourcer rapidement. Donc ça, je dirais, c'est notre travail. Et puis, ça va également, on va aussi mesurer notre capacité à sourcer en le mettant en rapport avec la taille de notre communauté. Mais on a l'objectif, en gros, sur fin 2024, d'être entre 700 000 et 1 million par mois de projets financiers, donc de projets financés. Donc en gros, un bien, un immeuble par mois sur la fin d'année 2024. L'idée, c'est d'y aller crescendo et de pouvoir monter. Et puis, ce qui va être aussi intéressant, ça va être notre capacité à ce que les gens réinvestissent de manière mensuelle sur l'ensemble des projets qui leur plaît, puisque effectivement plus ce nombre de personnes va grandir et grossir, plus effectivement on sera en capacité de proposer des biens. Enfin voilà, c'est un cercle vertueux qui va se mettre en place naturellement, je pense. Très bien.
Il y avait une question de Pascal. Savez-vous où sera la première propriété où les détenteurs de blocs pourront venir passer des vacances? Alors non, on n'a pas encore sélectionné ce bien. J'ai une petite idée, j'ai même deux petites idées. Des villes que j'apprécie particulièrement. Il y en a un où j'aimerais bien que ce soit à Paris, mais plutôt dans quelque chose d'assez luxueux et intéressant. Donc ça sera peut-être pas pour tout de suite au vu des prix. Et après, une deuxième ville que j'apprécie particulièrement, c'est Marseille, où il y a des belles opportunités, et également des belles opportunités, puisqu'on a un prix d'achat qui n'est pas forcément très élevé. Et puis il y a des secteurs à Marseille qui sont extrêmement porteurs et intéressants. Donc c'est une ville qui rentre tout à fait dans notre scope, et notamment pour du Airbnb. D'accord. Mais j'ai pas de choses croustillantes à vous donner. Ça marche. On nous demande si vous avez une idée de la date de l'ICO Round 1. Écoutez, plus on terminera vite Genesis Block, plus l'ICO Round 1 arrivera vite. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Pour le giveaway, alors j'ai peut-être besoin d'aide avec Naïlik ou Matt, je ne sais pas s'ils sont dispo, pour lancer le bot. Ah bah, très bien, c'est un bot. Alors, oui, salut. Salut, je vais essayer de le lancer, effectivement. Une petite seconde. J'en profite pour te féliciter, Yos, pour tes questions très pertinentes, très pointilleuses. Merci beaucoup. À certains moments, et c'est exactement ce qu'on recherche. Ouais, et merci à l'équipe de Bloc aussi, enfin l'équipe. C'était un amas d'une grande qualité. Je suis assez content. J'espère que j'ai pas trop parlé et que je vous ai pas trop ennuyé, parce que c'est des explications qui des fois sont un peu longues, mais quand on est passionné par un sujet, c'est compliqué de faire autrement. Même c'était Écoute, clair. moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, vaut mieux des fois s'étendre un petit peu et que ce soit clair, plutôt que d'essayer de faire court et que finalement on garde des zones d'ombre. Là, tu as été plutôt clair, surtout. Alors, je vous lance ça dans 2 minutes. Ça marche. Le giveaway, donc il y a un NFT Silver, c'est ça, qui permet donc d'investir et de recevoir un airdrop de BKT, si je dis pas de bêtises. Et du coup, deux rôles block cutter. Vous êtes en contact avec Boss de toute façon pour. Oui. Ouais, bah du coup, il faudra transmettre les rôles. Faudra transmettre les rôles à Boss et le gagnant du NFT également, avec les adresses de wallet. Ça marche. On m'en occuperai. Donc du coup, je pense qu'on va peut-être faire 2 giveaways séparés, parce que je ne sais pas si on peut faire 2 cadeaux différents sur un même giveaway, sur un même bot. Écoute, c'est très judicieux ce que tu dis. Non, je ne pense pas. Juste en attendant, je vais répondre à la question, le RMM. Oui, effectivement, on est en train de construire une solution qui effectivement s'en approchera, hein. On connaît bien, en tout cas, oui, moi je connais bien Realty. Et oui, c'est une solution effectivement, entre guillemets, d'emprunt et de prêt décentralisé, comme ils l'appellent, qui est assez intéressante. On est très proche de la collatéralisation. Et c'est une solution qui est assez intéressante. Ouais. Comment tu dis que ça s'appelle les rôles, les block cutters? Ouais, block cutter, c'est comme stone cutter, les tailleurs de pierre. Sauf que là, c'est les tailleurs de blocs. Ok, compris. Donc, il y en a 2. On va commencer par les block cutters. Donc, je suis dans le salon giveaway, hein. Ou c'est dans le chat. Exactement. Ouais. Ça sera dans le salon giveaway. Très bien. Le RMN pourra se faire avec Atom. Ouais, très bonne question. Très bonne question. Oui, je pense que ce sera un des partenaires privilégiés quand on mettra ça en place. En tout cas, c'est un des premiers avec lequel on espère faire quelque chose. Donc,
donc voilà, de toute façon, s'il y en a un, il faut que ce soit lui sur Multiversix, en tout cas, qui offre cette possibilité. Vous mentez, il y a encore quelqu'un? Oui, on est encore là. On est encore là. Ouais. Ok. Ok, vous allez avoir 3 minutes. Publier. Et du coup, j'ai vu que vous avez sorti quelque chose là récemment, non? Les cryptomasques. Oui, pardon, la question nous était adressée. Oui, effectivement, on a sorti quelque chose. On a sorti la deuxième collection, qui est le prolongement de la première, si tu veux, qui s'appelle les Zodiac Masks, basé sur le Zodiac chinois. Ok. Et du Ok, coup, ça se passe comment? Il y a un mint, il y a... Il y a eu un mint, ouais, effectivement, un mint qui était réservé pour la phase 1 aux holders de CryptoMask, donc 1 pour 1, puisque la collection est une collection de 555, donc le même supply que la première. Donc 1 pour 1 pour les holders de la première collection, en se doutant qu'il n'allait pas avoir tous les holders de tous les masques qui allaient minter. On a prévu une phase 2 qui était réservée aux 35 globalement personnes les plus actives sur Discord. Donc avec un level le plus haut. Et puis une phase 3 quand même avait été prévue quand même. Et donc on a bien fait de la prévoir, puisque finalement on a eu 91 Zodiac Masks qui ont été mis en vente publique. Et ça a été, les 91 ont été effectivement mint très très rapidement. D'accord. Donc on a finalisé les 3 phases sous 7 ou 8 jours de temps. Et donc voilà, donc on a notre collection CryptoMask, qui est la première des collections, qui est la collection qui bénéficiera toujours et ad vitam aeternam de tous les avantages ultimes de la collection. Et cette collection, Zodiac Mask, qui ad vitam aeternam aussi, bénéficiera de beaucoup d'avantages qui ne seront pas égaux aux avantages de la collection fondatrice, si tu veux, parce que c'est la collection. La collection s'appelle The Cryptomask Project, si tu veux, donc c'est la collection du projet. Mais les Zodiac Mask bénéficient de pas mal d'avantages, beaucoup d'avantages, dont la possibilité de gagner, d'être airdrop d'un cryptomask. Donc, d'accord. Un masque Genesis. Mais c'est une des utilités. L'autre étant de pouvoir accéder à tout le côté privé de notre Discord. Et puis d'autres utilités encore que je me ferai un plaisir de t'expliquer, mais on n'est pas vraiment là pour ça. Et quand je prends la parole, ça peut durer un petit moment. Avec plaisir pour en savoir un peu plus. Mais non, en tout cas, je vois que vous êtes une communauté quand même c'est assez intéressant. Parce que mine de rien, il n'y en a pas beaucoup des projets qui arrivent à fédérer, surtout sur une période qui est dure comme ça, où les gens se désintéressent un petit peu du Web3, des cryptos de manière générale. Vous arrivez quand même à fédérer. On en voit quand même souvent passer des cryptomas sur Twitter et des fidèles de chez vous. Donc c'est assez intéressant. Eh bien, écoute, je suis content de te l'entendre dire, effectivement. Et oui, on a la chance d'avoir une communauté hyper active. C'est surtout les derniers survivants de ce bear market. Donc, la force, je pense que l'intégralité de la communauté est dotée effectivement d'une grande force. C'est quand tu as pris moins 90% sur ton wallet et que tu es encore là, c'est que tu es fort, globalement. Donc, effectivement, on est entre personnes qui sont vaillantes, qui sont pas là pour du court terme, et c'est ce qui fait un peu la force de ce noyau communautaire qui est hyper important, qui est le plus actif aujourd'hui globalement dans le monde, tu vois, sur le CTFR. Et donc on a effectivement cette chance d'avoir un super, plus qu'un noyau d'ailleurs, c'est une communauté entière qui est effectivement incroyable. Et encore une fois, elle a été créée, fondée dans cette période qui est un peu difficile. Donc on a un bon noyau. Maintenant, on espère que le temps va s'adoucir un petit peu et s'ensoleiller de manière à fédérer. Bah oui, on l'espère tous dans l'industrie. Alors, il y a des périodes pour build. C'est un bear market, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, on a besoin de voir le soleil. C'est comme après l'hiver. Et du coup, ça va nous faire tous du bien.
Et on est prêt à accueillir du coup tous les nouveaux ou les anciens qui reviennent, parce qu'il n'y a pas que des nouveaux, hein. Il y a des personnes qui pendant 2-3 ans se régalent pendant les boules, et puis après ils posent les gants pendant 2 ans, et puis ils s'y remettent 2 ans après, hein. C'est comme ça. Et du coup, il y a aussi les anciens qui vont revenir, et on est prêt à accueillir tout ce beau monde. Bon, bah c'est bien. Mais Superama ce soir. Il est 22, normalement, on a notre résultat déjà du gagnant. Je suis content également. Vraiment Superama, il ose mener d'une main de maître. Donc on a les Merci deux rôles beaucoup. qui sont Crypnab et Corben Dallas. Super, parce qu'en plus c'est des membres de chez nous qui du coup, par la force des choses, n'avaient pas le rôle. Donc c'est super. On enchaîne avec donc, le NFT à gagner. Nouveau giveaway. Toujours dans le salon giveaway, hein, accessible à tous. On ne tag pas tout le monde parce qu'on donne le privilège, sinon tout le monde viendrait participer sans avoir été là. On reste entre nous et on récompense les personnes qui ont fait l'effort d'être là et de participer. NFT Silver, c'est ça? Yes. Est-ce que Pierre, tu peux rappeler ce que c'est que le rôle block cutter du coup pour les. Tout à fait, mille excuses, j'ai pas donné. En gros, le rôle de block cutter, il permet en gros de participer à un tirage. En gros, il va y avoir un tirage au sort sur le Discord une fois par mois, mensuel. Donc entre ceux qui ont le rôle de block cutter. Le bloc architecte, lui, donne droit à un tirage par semaine. Et ensuite, il y a le cashback surtout. Le rôle de block cutter donne droit à 2% de cashback qui est versé en BKT sur l'achat des blocs. Et le rôle bloc architecte donne droit à 3% de cashback si ma mémoire est bonne. J'ai fait un article médium dessus, mais je vous avouerai qu'en ce moment, je suis un peu sur tous les fronts. Et donc, j'ai quelques trous de mémoire. Je vais vous mettre. Hop, je reviens sur le salon. Je vous mets ici. Giveaway posté. Pardon, je te coupe une seconde. Giveaway posté. Je vous mets aussi les 2 articles. C'est très rapide, hein, c'est extrêmement rapide. C'est 2 petits médiums pour. Voilà. C'est bien 2%, merci. Parfait. Du coup, le NFT Silver, il est tiré. Du coup, le giveaway est en cours. Vous avez 5 minutes, un peu moins de 5 minutes pour participer. Déjà une quarantaine de participants, d'après ce que je vois. Est-ce que du coup, en fait, c'est un bot, vous postez sur le chat giveaway et ils vont tous réagir et ça permet de tirer au sort. Ouais, exactement. Il suffit de cliquer sur participer et ça te permet effectivement de participer au giveaway. Et le bot tire au sort. On peut pas le placer sur le chat du vocal. C'est pour ça qu'il est mis dans le giveaway. Très bien. Puis c'est plus un salon qui est adapté de toute façon. Bon, alors en tout cas, j'espère qu'on aura plein de crypto-masques qui viendront se joindre à l'aventure Block. Je pense que Block, Globis, CryptoStone, Coat, Cycloc, enfin voilà, tous les projets qui sont un peu ancrés vraiment dans le réel. Je pense que c'est des projets qui sont vraiment à soutenir si on veut, entre guillemets, que la blockchain puisse vraiment prendre la place qu'elle doit avoir. On n'arrivera pas à une adoption massive uniquement sur des projets communautaires, uniquement sur des projets spéculatifs. Et la blockchain, effectivement, il y a une technologie qui est intéressante derrière. On ne veut pas que, je dirais, que les cryptos qui sont associés
et tout l'aspect qu'on peut avoir autour de trading, d'échange ou autre cesse. Je pense que voilà, les projets IRL sont absolument à soutenir un maximum, peu importe celui que vous soutenez, mais sont à soutenir un maximum. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette philosophie-là, mais voilà, je voulais vous la partager. Écoute, En tu tout nous cas, prends de par les mettre la sentiments. technologie en avant, quoi. Tu nous prends par les sentiments, évidemment. Alors, c'est une incitation un peu masquée en prenant un peu la communauté, les membres de la communauté par les sentiments, parce qu'on est effectivement, on a très envie de se prétendre évangéliste. Si on peut effectivement mettre notre pierre à l'édifice et de permettre l'adoption à notre, pour le moment, petit niveau. Mais bon, faut bien commencer quelque part et on n'est vraiment pas nombreux. Et surtout après plusieurs mois de tempête. Et donc oui, je comprends ce que tu dis, tu as raison. C'est effectivement c'est bien de soutenir ce type de projet. Après, je peux pas te garantir, pour reprendre ta première, en disant j'espère qu'il y aura plein de cryptomasques, je peux pas te garantir que tu auras plein de cryptomasques qui vont effectivement investir dans ton projet. En revanche, ce que je peux te garantir, en connaissant les membres de la communauté CryptoMask, c'est que tu vas avoir plein de CryptoMask qui vont faire leur propre recherche sur le projet après t'avoir écouté ce soir, et que si effectivement c'est quelque chose qui les intéresse après avoir fait des recherches, là oui, c'est effectivement, je pense que tu risques d'avoir plein de CryptoMask qui adhèrent si effectivement tout coïncide et que les planètes s'alignent, parce qu'on a une communauté qui est quand même très regardante. On fait attention, on se protège tous entre nous, tu vois. Et donc du coup, évidemment que si c'est un projet qui est intéressant, et ça semble l'être, et puis vous êtes solide, vous êtes venu une première fois pour nous déclarer un petit peu, vous êtes sorti un peu de l'ombre à ce moment-là. Là, on voit que ça avance, il y a un premier bien, il y a encore une perspective d'évolution qui est encore autre que ça. Là, on sent que c'est vraiment le premier bien témoin, un peu pour activer la machine, et puis que vous puissiez être dans la vie réelle, quoi, en fait, tout simplement, qu'on soit plus que sur de la théorie. Et c'est bien d'aller étape par étape, comme ça, avec un petit bien. Je pense que vous avez fait les choses dans l'ordre. Vous n'avez pas vendu du rêve en disant on va acheter un gros building à New York. Vous faites vraiment les trucs comme vous devez les faire, je pense, après vous avoir entendu. Et oui, je suis certain, en tout cas, que beaucoup de cryptomasques vont s'intéresser, vont regarder le projet de plus près, en tout cas, après t'avoir entendu ce soir. Bon, c'est très gentil, mais oui, on essaie effectivement de faire les choses dans l'ordre. Une autre info aussi qui est intéressante, on est incubé dans un village by Crédit Agricole à Orléans. Donc ça montre aussi que les institutionnels s'intéressent énormément à notre solution. Je participe à une table ronde au mois de septembre de l'ASPIM. L'ASPIM, c'est la fédération qui fédère l'ensemble des SCPI de France. Donc ça pèse, je dirais, quelques milliards au sein de cette association. Et je vais participer à une table ronde, notamment avec Florian Fressonnet, qui est le monsieur tokenisation immobilière en France. On va échanger. Donc vraiment, les institutionnels s'intéressent non seulement à la tokenisation immobilière, mais à Block également en particulier. Donc voilà, on arrive à mettre du Web3 dans un cadre assez légal. Petite parenthèse, j'ai eu une question. Est-ce qu'on intégrera des bornes coatt dans un immeuble? Je n'espère que ça. Je n'attends que cette possibilité, effectivement, d'avoir un bout de terrain et sur un immeuble et de mettre des bornes coatt. Allô, il y a quelqu'un? Oui, moi je suis toujours là. D'accord, parce qu'on t'entendait plus pendant un moment. Tant pour moi, l'important. Et donc on a un gagnant pour le NFT Silver qui est Momoshi. Félicitations Momoshi. Bravo. Bravo Momoshi. En tout cas, c'était une soirée très, très intéressante, avec beaucoup de bonnes questions, même sans reparler d'IO, ce qui a été parfait. Beaucoup de bonnes questions posées dans le chat. C'était vraiment plaisant, et c'est toujours un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, dès que vous aurez le prochain bien, qui sera peut-être pas avec plaisir, et je dirais éventuellement à Boss, peut-être éventuellement qui
Si ça vous dit, vous nous ferez un retour, mais peut-être qu'on distribuera d'autres rôles Block Cutter dans un giveaway, dans un partenariat. On verra. Je dirai à Boss de prendre la tâche avec vous si ça vous chauffe. Bien sûr, avec plaisir. Ah bah super. Bah merci à tous. Passez une belle soirée. N'hésitez pas à venir poser des questions sur Discord. C'est pas souvent moi qui réponds parce que je suis très peu sur Discord. C'est souvent Boss, mais quand il a besoin, en général, il me pose des questions ou alors moi, je vais faire un tout de temps en temps. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, il y a également la communauté, les bloqueurs qui vont y répondre. Bah, vous êtes venu avec vos bloqueurs et c'était cool de voir un peu de nouveaux membres rejoindre le Discord. N'hésitez pas les bloqueurs, hein, vous êtes aussi les bienvenus chez les Cryptomasques avec ou sans masque d'ailleurs parce qu'on on se fait un plaisir d'accueillir tout le monde enfin voilà, on a une grande communauté, pas besoin de NFT pour. On a déjà qu'on a la double casquette, hein, je crois, hein, parce que j'en ai vu sur notre serveur Discord qui était Cryptomasque. Oui, il y en a qui ont la double casquette, effectivement. Bah, tu sais, on est dans il reste tellement peu de monde aujourd'hui que quand tu surfes de Discord en Discord, tu retrouves globalement un peu les mêmes personnes, hein, et c'est ça qui est bien. Et puis c'est ces personnes-là qui vont être les piliers du prochain mouvement. La prochaine fois que les Discords seront envahis de nouvelles personnes, bah, on retrouvera toujours, à mon avis, les personnes. Tout à fait, c'est vrai. C'est ceux-là qui vont faire servir de référence. Donc, c'est bien d'être là. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter de s'intéresser pendant ce marché un peu. Juste deux nouvelles. Ceux qui veulent nous rencontrer, on est à Vivatech. On a un stand à Vivatech le 15 et 16. Non, le vendredi et le samedi de Vivatech, c'est le 16-17, je crois. On a un stand sur 2 jours. Et on est également samedi sur le Builder Forum de Entity. On a été invité par Entity sur leur Builder Forum. Ils font une sorte d'événement en ligne où il y a 18 projets. Donc il y a Atom, Ashwap, Cyberpunk. Enfin voilà, vous pouvez aller voir sur le Twitter de Entity. Et nous, on y sera avec les 18 projets sélectionnés samedi. C'est bien, ils commencent à faire de belles choses Entity. On les avait reçus à l'époque. Ouais. Ils commencent à faire de belles choses. Ouais, ils sont assez actifs. Ils n'ont pas la visibilité qu'ils méritent, j'ai l'impression, mais bon, le marché est tellement compliqué qu'on ne peut pas leur en vouloir. Mais oui, ils travaillent beaucoup. Nous, on a beaucoup de contacts avec la team. On échange beaucoup avec eux et du coup, non, ils travaillent bien. Bihero travaille bien aussi. Donc, non, c'est assez intéressant. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est à suivre. Un projet à suivre aussi, effectivement. On a Thiel qui demande si vous n'avez pas des invites pour la Vivatech. Alors non, déjà j'ai à peine des places pour ma team, mais je crois que le samedi les places sont pas excessives de mémoire parce que c'est assez grand public le samedi, donc je crois pas que ce soit extrêmement cher. Mais non, j'ai plus de place malheureusement et j'en ai déjà demandé des supplémentaires puisqu'on est invité nous par la région Centre. Ils nous ont sélectionnés également pour présenter sur leur stand sur les entreprises de la région Centre. C'est bien d'avoir aussi on a énormément de soutien d'implémentation et ce soutien, effectivement. Ouais, on a énormément de soutien d'institutionnels, donc on est extrêmement content de ça. Eh ben, c'est super. On va vous suivre, on va suivre votre évolution de près. Merci pour le temps que tu as passé ici. Merci à vous. Je vais retrouver ma femme et mon fils qui dort sur moi. À cette heure-ci, il y a de fortes chances, effectivement. Merci à tous d'avoir été là. Bonne soirée. Merci. Ciao. Merci, bonne soirée.